Jordi Punti est né en 1967 en Catalogne et il vit à Barcelone. Il est écrivain, journaliste et traducteur littéraire. Il écrit en catalan. En tant que journaliste, il publie régulièrement dans la presse espagnole, en particulier pour le journal El País et dans la presse catalane. Jordi Punti commence sa carrière d'écrivain en 1998, en publiant successivement 2 recueils de nouvelles, Pell d'Armadillo, Peau d'Armadillo, et Animal Tristos, Animal triste. Puis il publie son premier roman en 2010, Maletes perdudes, qui est acclamé par la critique et remporte de nombreux prix, et est par la suite traduit en 16 langues, dont le français sous le titre Bagages perdus, publié aux éditions Lattès en 2013. Il est également l'auteur de Els Catalans, un roman autobiographique, et de Tot Messi, Exercicis d'Estil. On peut facilement comprendre en français. Un portrait littéraire et sentimental du meilleur footballeur de tous les temps. Ça, c'est toi qui le dis. En 2023, il publie Confetti, un roman qui explore les limites entre biographie et fiction, et qui remporte le prestigieux prix Sant Jordi. Jordi Punti a également traduit en catalan des auteurs tels que Daniel Pénac, Amélie Nothomb et Paul Auster. À Lavigny, Jordi travaille à l'écriture d'un nouveau roman. Et je terminerai en disant que cette résidence est soutenue par l'Institut Ramon Llull. Bonjour. Je vais lire le début de Bagages perdus. Je vais raconter un peu l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui disparaît. Et son fils, qui n'a pas vraiment connu, va chez lui et il découvre qu'il a 3 frères qui sont nés dans des différents points de l'Europe et qui sont fils de 3 femmes différentes. Et alors, il trouve ses frères pour la première fois. Et ils décident de raconter l'histoire de cet homme qui a disparu, parce que chacun a un morceau de l'histoire de cet homme. Alors ça c'est un roman européen, parce qu'il se passe surtout aux années 60 et 70 en Europe, surtout dans la situation de le Londres du Flower Power, l'Allemande post-guerre, et à Paris par le mai 68. Alors je vais lire juste quelques mots en catalan pour que vous sentiez la langue, et après j'essayerai de lire en français. Sur le début du roman. Tenim el mateix record. És molt d'hora. Acaba de sortir el sol. Tots 3, pare, mare i fill, badallem de son. La mare ha fet te o cafè amb llet i ens el bevem perquè sí. Som al menjador, a la cuina, tan quiets i en silencis que semblem estàtues. Els ulls se'ns tanquen. Aviat escoltem un camió que s'atura al davant de casa i fa sonar un cop el clàxon. Tot i que l'esperàvem, el rugit és tan greu que ens espanta i ens desvetlla. Els vidres de les finestres tremolen un segon. Els veïns es deuen haver despertat. Sortim al carrer a acomiadar el nostre pare, que puja al camió, treu el braç per la finestra i assaja un somriure mentre ens fa de Déu. Donc l'histoire est racontée par les 4 frères ensemble. Il se trouve pour la première fois et ils écrivent ça. Nous avons les mêmes souvenirs. Il est très tôt. Le soleil vient de se lever. Tous les 3, père, mère et fils, nous veillons de sommeil. Maman a préparé du thé ou du café au lait et nous le buvons machinalement. Nous sommes dans la salle à manger ou dans la cuisine, tellement immobiles et silencieux que nous avons l'air de statues. Nos yeux se ferment. Bientôt, nous entendons un camion s'arrêter devant la maison et donner un coup de klaxon. Bien que nous l'attendions, le grondement du camion est tellement grave qu'il nous effraie et nous réveille. Les vitres des fenêtres tremblent pendant une seconde. Nous sortons dans la rue pour dire au revoir à notre père qui monte dans le camion, sort les bras par la fenêtre et esquisse un sourire en faisant adieu de la main. On voit bien
que ça les nouille à partir à nouveau, ou peut-être pas. Il n'est resté que 2 jours à la maison, 3 au maximum. Ces 2 camarades dans la cabine du camion nous appellent et nous font aussi à dire de la même. Le temps passe au ralenti. Le Pégaso s'ébranle et s'éloigne lourdement, comme si lui aussi avait la flemme. Maman porte un tablier et elle laisse peut-être couler une larme, peut-être pas. Nous sommes en pyjama et en pantoufles et nous avons les pieds glacés. Nous rentrons dans la maison et nous nous remettons au lit qui est encore tiède, mais nous ne nous rendormons pas à cause des pensées qui tournent dans notre tête. Nous avons 3, 4, 5, 7 ans et nous avons vécu la même scène un certain nombre de fois. Nous ne le savons pas, mais c'est la dernière fois que nous voyons notre père. Nous avons le même souvenir. La scène que nous venons de décrire s'est passée il y a une vingtaine d'années au Vermont, et cette histoire pourrait commencer à 3 endroits différents de la carte. Non, 4. Il se pourrait que le camion de déménagement s'estompe dans la brume matinale qui enveloppait le quai de la Marne au nord de Paris, et qu'il laisse derrière lui l'alignement de maisons de la rue de Crimée devant un canal qui, dans la lumière de l'aube, semblait tiré d'un roman de Simenon. Ou peut-être le moteur du camion transperçait-il le silence humide de Martello Street face au parc de London Fields, à l'est de Londres, et en passant sur le pont ferroviaire, allait-il rejoindre une rue principale qui le conduirait hors de la capitale, où les routes sont plus larges et la conduite à gauche n'est pas un martyr pour un chauffeur des continents. Nous pourrions aussi nous trouver à l'est de Francfort, au pied d'un de ces blocs d'immeubles de la Jacobistrasse, construits après la guerre. Ici, le Pégaso s'éloignait hésitant vers l'autoroute, comme s'il avait peur de traverser un paysage d'usines et de se joindre au défilé de camions qui, comme lui, parcouraient les artères de l'Allemagne. Paris, Londres, Francfort, 3 lieux éloignés, contingents sans autre lien que notre père au volant d'un camion, qui transportait meubles d'un bout à l'autre de l'Europe. Il y avait une autre ville, la 4e, et c'était Barcelone, le point de départ et d'arrivée. Dans ce cas, la scène se reproduisait sans camion et sans compagnon de souffrance. L'un de nous, Christoffel, avec papa et maman. 3 personnes dans la cuisine mal éclairée d'un appartement du Carré del Tigre. Mais les adieux se produisaient avec la même calme de sa part, prévisible, au point qu'on aurait presque dit qu'il avait répété, avec la même préoccupation vague qui avait présidé aux adieux dans des autres maisons, avec d'autres familles. Ce regard qui voulait avoir l'air serein, mais qui débordait de peine et qui déteignait sur nous tous. Des heures plus tard, le lendemain ou au bout d'une semaine, quand nous nous lavions les dents, nous nous regardions dans la glace, et nous la retrouvions dans nos yeux, une peine acceptée. C'est pourquoi maintenant nous sentons que nous étions tous partout, et c'est pourquoi maintenant, tellement d'années plus tard, notre déception infantile est multipliée par 4. Nous aimons aussi penser à nos mères, à nos 4 mères, comme si elles étaient une seule, sans se partager la peine, mais en la multipliant. Personne n'échappait à ces mauvais moments. Quoi? On ne comprend pas? C'est trop embrouillé. Ah, mais c'est ce qu'il faut expliquer. Nous sommes 4 frères, ou plutôt demi-frères, fils du même père et de 4 mères très différentes. Il y a environ un an, nous ne nous connaissions pas encore. Nous ne savions même pas que les autres existaient, éparpillés dans le vaste monde. Notre père a voulu que nous nous appelions Christophe, Christophe, Christopher et Christoffel. Christophe jusqu'à la mort du dictateur Franco, bien sûr. Prononcés comme ça, d'entrée, les 4 noms ressemblent à une déclinaison latine irrégulière. Christophe, nominatif germanique, est né en octobre 1965 et c'est l'aîné d'une improbable lignée européenne. Christopher,
génitif saxon, est arrivé presque 2 ans plus tard et tout à coup sa naissance a élargi et nuancé le sens d'une vie londonienne. L'accusatif Christophe a mis un peu moins de temps à arriver, 19 mois, et en février 69, il est devenu le complément direct d'une Française, mère célibataire. Christophe, lui, a été le dernier à se manifester un cas circonstanciel, complètement défini par le lieu, l'espace et le temps, un ablatif dans une langue sans déclinaison. Pourquoi notre Père nous donnait-il ces noms? Pourquoi s'entêter à nous appeler toujours de la même façon, avec une obstination telle que nos mères finissaient par se laisser convaincre? Peut-être ne voulait-il pas que nous soyons fils uniques. En fin de compte, aucun d'entre nous n'a d'autres frères et sœurs. Une fois, nous en avons parlé avec Petroli, son camarade de déménagement et de secret, et il nous disait que non, que quand il parlait de nous, il ne confondait jamais et il savait parfaitement qui était qui. Nous disions que c'était peut-être une simple superstition. Saint Christophe est le saint patron des conducteurs de tous les engins motorisés, et les 4 fils étaient comme des petites offrandes qu'il laissait dans chaque pays. Des cierges allumés pour être protégés dans ses voyages en camion. Petroli, qui le connaissait très bien, s'inscrit en faux, affirmant qu'il ne croyait pas à l'au-delà. Et il suggère une éventualité plus fantastique, mais tout à fait vraisemblable. Peut-être voulait-il avoir un carré de fils, une main gagnante, 4 as, dit-il, un de chaque couleur. Et papa, demandons-nous. Lui, il était le joker qui complétait le poker. Quoi d'autre? Bien que nous ayons vécu jusqu'à présent sans connaître l'existence de nos 3 frères, peut-on dire que notre père, ou plutôt son absence, nous est conditionné de la même façon? Non, bien sûr que non. Mais la tentation de fabuler sur cette influence souterraine est trop grande. Prenons nos métiers, par exemple. Christophe se consacre au monde du spectacle et l'imposture de l'acteur. Cette façon de faire commerce, d'être ou n'être pas, nous fait penser aux simulations de notre Père. Christophe est professeur de physique quantique à l'Université de Paris, d'où il observe le monde, mais la réalité en doute est étudier les univers parallèles où notre Père ne nous abandonnerait jamais. Christopher a un emplacement à Camden Town et gagne sa vie en achetant et en vendant des disques vinyles d'occasion. L'obtention de reliques et de trésors de collectionneurs, par des méthodes pas toujours légales, est un héritage de la vie picaresque de notre Père. Continuez à lire, s'il vous plaît. Christophe est traducteur de livres français, surtout de romans, et quand il fait voyager les textes d'une langue à l'autre, c'est comme s'il rendait hommage aux efforts linguistiques de notre Père. Quoi d'autre encore? Est-ce que nous nous ressemblons physiquement entre frères? Oui, nous nous ressemblons. On pourrait dire que nous venons tous les 4 d'une même carte génétique et que nos mères, Sigrun, Mireille, Sarah, Rita, sont l'évolution qui nous rend différents, la grammaire barbare qui nous a éloignés du latin. Quelque part en Europe centrale, peut-être au carrefour où converge notre destinée, nous devrions leur élever un monument pour ce qu'elles ont dû supporter. Pour l'instant, elles ne se connaissent pas. Depuis quelques semaines, elles savent que les autres existent, que nous avons de demi-frères et qu'elles, par conséquent, ont des beaux-fils. Mais les frontières sont toujours au même endroit. Peut-être, un jour, les réunirons-nous pour un week-end dans un hôtel en terrain neutre, en Andorre par exemple, ou en Suisse. Mais ce devra être plus tard. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Est-ce que nos mères se ressemblent physiquement? I don't think so. Ich glaube nicht. Diria que non. Je ne crois pas. Sont-elles un modèle de beauté partagée, tout ensemble, ou bien le plus le perfectionniste d'un cerveau malade, celui de notre Père? Ni l'un ni l'autre. Mais il faut dire
que lorsque nous leur annonçons notre projet de les réunir pour les 4 mères, de leur réunir un jour, les 4 mères réagissent avec le même manque d'enthousiasme. Mireille fait un grimace et dit que ça aurait l'air d'une réunion d'abandonnés anonymes. Sigrun exige que les sommets soient subventionnés par l'Union européenne. Rita compare ça à une réunion de fans décadents. Elvis est vivant, Elvis est vivant. Sarah fait une proposition. Si nous devons nous rencontrer, pourquoi ne pas monter ensemble une version scénique de 6 femmes d'Henri VIII? Nous ne sommes que 4. C'est pas grave. En cherchant bien, nous en trouverons sûrement des autres.